Nous sommes en 2022. Où en est la recherche en physique aujourd'hui? On peut tenter de répondre à cette question en examinant les noms des physiciens qui sont des membres permanents de l'Institut des sciences avancées de Princeton aux États-Unis. Un institut qui compta parmi ses membres Albert Einstein et le mathématicien Kurt Gödel. Fondé en 1930, cet institut s'est efforcé de compter parmi ses membres les scientifiques les plus prestigieux. On y dénombre une centaine de membres issus de toutes les disciplines, qu'il s'agisse de sciences physiques, de mathématiques ou de sciences humaines. Dans la colonne de droite, le mot éméritus signale que certains de ses membres sont retraités. L'Institut compte toujours aujourd'hui un nombre important de mathématiciens qui représentent aujourd'hui le tiers de ses membres. Les mathématiques dans le monde se sont toujours très bien portées. Combien de physiciens sont membres de l'Institut des sciences avancées de Princeton? Ils sont 6 fois moins nombreux que les mathématiciens. En examinant leur domaine de recherche, on peut se faire une idée de l'orientation générale de la recherche en physique aujourd'hui. Un des représentants les plus importants de cette communauté de physiciens est le physicien théoricien hollandais Robert Dijkgraaf, qui dirigea l'Institut jusqu'en 2021. Sa spécialité, la théorie des cordes. Même chose pour Edward Witten, Nima Arkady Hamed, Peter Goddard, Nathan Seiberg, Juan Maldacena. Le domaine de recherche des physiciens en poste à l'Institut des études avancées de Princeton est un bon indicateur sur l'orientation des recherches en physique dans le monde. Pourtant, après des dizaines d'années d'efforts, des milliers d'articles publiés dans des revues scientifiques au plus haut niveau, des centaines de thèses de doctorat, de très nombreux prix prestigieux attribués aux leaders de cette discipline, la communauté scientifique internationale a dû se résoudre à admettre cette conclusion. À ce jour, la théorie des cordes n'a permis d'expliquer ou de prédire aucun phénomène, ni fourni un modèle de quoi que ce soit. Après autant de décennies d'efforts infructueux et devant ce constat d'échec complet, on peut se demander pourquoi le devant de la scène est toujours occupé par les leaders de cette discipline. La raison est très simple, ils n'ont rien d'autre. La physique des particules, de son côté, ne connaissait guère plus de succès. En dépit d'une coûteuse et considérable augmentation de la puissance des installations expérimentales, les superparticules, dont elles prévoyaient l'existence, ont pendant ce même temps refusé énergiquement de se manifester. Un peu déçu par ce manque persistant de perspectives d'avenir, l'Institut des études avancées de Princeton décide donc en 2022 de se tourner vers le passé en nommant à sa tête David Nirenberg, spécialiste du Moyen Âge. Celui-ci succède ainsi à Robert Dijkgraaf, lequel, fatigué de tricoter des super chaussettes, décide en 2017 de rejoindre le groupe de ceux qui ont enfin opéré une prise solide avec les réalités. L'affaire a l'air sérieuse. Pendant 2 décennies, 2 physiciens, Rainer Weiss et Barry Barish, ont monté une incroyable installation destinée à capter des ondes gravitationnelles. On sait depuis Einstein que lorsque 2 masses orbitent autour d'un centre de gravité commun, elles émettent des ondes gravitationnelles, ce qui se traduit par une dissipation d'énergie. À cause de cette perte d'énergie, leurs orbites sont modifiées. Les 2 astres se rapprochent progressivement. En même temps, leur période de rotation diminue. Ce raccourcissement de la période de rotation d'un couple de masses orbitant autour de leur centre de gravité commun a pu être mis en évidence par 2 astronomes américains, Russell Hulse et Joseph Taylor, ce qui leur vaudra le prix Nobel en 1993. Ces objets sont très particuliers. Quand une étoile massive a épuisé son carburant de fusion, elle s'effondre sur elle-même et se transforme en supernova.
Il ne subsiste en lieu et place qu'un objet de très petite taille, de 10 à 20 km de diamètre, une étoile à neutrons. Dans les galaxies comme la nôtre, la Voie lactée, la moitié des étoiles vivent en couple. La distance qui sépare les deux conjoints est extrêmement variable, mais parmi les centaines de milliards de couples d'une galaxie, il en existe où les deux étoiles sont très proches l'une de l'autre. On doit donc trouver de telles étoiles qui, étant arrivées à leur fin de vie, ont donné naissance à des couples d'étoiles à neutrons. En 1975, Hulse et Taylor découvrent un tel couple et parviennent, en effectuant des mesures pendant 20 ans, à mettre en évidence le raccourcissement de leur période de rotation due à la perte de l'énergie du système par émission d'ondes gravitationnelles. Comme on peut le lire sur cette courbe, la diminution de la période de rotation, qui est de 7 heures, atteint 40 secondes en 2005. Ici, les prédictions théoriques s'accordent remarquablement bien avec les valeurs mesurées. La raison est que ces deux étoiles à neutrons, qui orbitent à 700 000 km l'une de l'autre, sont si petites qu'on peut les assimiler à des masses ponctuelles. Ainsi, en 1993, on avait établi la preuve indirecte de l'existence des ondes gravitationnelles en mesurant leur effet sur la période de rotation d'un système double. En se rapprochant ainsi l'une de l'autre, deux étoiles à neutrons devraient finalement fusionner en donnant naissance à un signal gravitationnel d'une puissance phénoménale, sans aucune mesure avec celui du système étudié par Hulse et Taylor. C'est dans la perspective de capter un tel signal que Rainer Weiss et Barry Barish avaient conçu leur système LIGO. Les calculs indiquaient que l'incertitude de la mesure, liée aux perturbations découlant de l'instrumentation, serait importante. Il existait donc un risque que le faible signal soit masqué par un important bruit de fond. Le 14 septembre 2015, il semble qu'un événement ait été enregistré qui émerge à peine du bruit de fond. Néanmoins, lorsqu'on évalue la puissance de ce qui a été enregistré, cette détection est confirmée. Les Américains ont mis de très gros moyens pour tenter de détecter ces ondes gravitationnelles. Et dans ce but, ils n'ont pas construit un seul détecteur, mais deux, identiques et distants de milliers de kilomètres. Le premier étant situé à Hanford, au nord-ouest des États-Unis, dans l'État de Washington, et le second à Livingston, au sud-est, en Louisiane. Le second instrument montre également la présence d'un signal. Si ces signaux sont également perturbés par le bruit de fond issu des instruments de mesure, ce n'est pas le même bruit. Celui-ci peut ainsi être éliminé. Sur les figures du bas, nous voyons le signal après élimination du bruit. Son aspect est tout à fait conforme à ce qui était attendu. Tant que les étoiles restent suffisamment distantes l'une de l'autre, la courbe est voisine de l'émission correspondant au rapprochement de deux points masses. La puissance émise croît, tandis que la période de rotation diminue. Mais quand les deux étoiles fusionnent, l'objet acquiert une forme axi-symétrique et l'émission d'ondes gravitationnelles cesse. À ce stade, un pas très important a été franchi. Il a été possible, à l'aide de ces dispositifs complétés par l'installation européenne Virgo, construite sur le même modèle, et l'installation japonaise Kagra, de mettre en évidence l'émission d'ondes gravitationnelles résultant de la fusion de deux objets orbitant autour d'un centre de gravité commun. L'équipe américaine a confié au théoricien Kip Thorne le soin de déterminer les masses des deux objets sur la base d'un modèle théorique. Avec son équipe, celui-ci conçut alors un programme d'ordinateur susceptible de produire les signaux engendrés par la fusion de couples de masses très variés en tenant compte d'une multiplicité de configurations possibles concernant leurs orbites initiales. C'est donc l'ordinateur, après avoir calculé la forme de centaines de milliers de signaux correspondant à des centaines de milliers de configurations différentes, qui est censé évaluer la masse des objets qui, en fusionnant, auraient engendré un tel signal. Bien que cette méthode revendique une détermination des masses à 10% près,
Il ne faut pas oublier que les valeurs obtenues dépendent totalement des modèles utilisés pour les étoiles à neutrons, comme pour les trous noirs. Le 1er septembre 2015, l'équipe LIGO fait état de la première détection historique des ondes gravitationnelles correspondant à la fusion de deux objets. Ceci est l'enregistrement historique de cette première détection d'ondes gravitationnelles par les deux installations LIGO le 14 septembre 2015, une date qui restera dans l'histoire des sciences. L'événement s'est produit à la fantastique distance de 1,3 milliard d'années-lumière. Pendant les 2/10 de seconde qu'a duré l'observation, la fréquence de rotation des deux objets autour de leur centre de gravité commun est passée de 35 à 150 tours par seconde. L'énergie émise sous forme d'ondes gravitationnelles équivaut à la conversion en énergie, selon la relation E égale mc2, de trois masses solaires. Le programme d'analyse du signal, élaboré par Kip Thorne et baptisé relativité numérique, conclut que les deux masses impliquées doivent correspondre à 29 et 36 masses solaires, plus ou moins 4. Comme ces valeurs dépassent de beaucoup la valeur critique que les étoiles à neutrons ne peuvent dépasser, Kip Thorne en conclut qu'il s'agit de la fusion de deux trous noirs de 29 et 36 masses solaires, plus ou moins 4. Si des valeurs aussi élevées suscitent la perplexité chez certains, ça n'est pas le cas pour Robert Dijkgraaf, qui n'hésite pas à déclarer: la découverte des trous noirs est l'équivalent, il y a un siècle, de celle de l'atome. Pour le Français Thibaut Damour, membre de l'Académie des sciences de Paris, ceci constitue une preuve irréfutable de l'existence des trous noirs. Mais peut-on considérer cela comme acquis? Pour rechercher les bases de la théorie du trou noir, il va nous falloir remonter dans le temps. Nous sommes en novembre 1915. Albert Einstein vient de publier un article, évidemment en allemand, où il présente l'équation de champ qui va servir de base à toute la cosmologie d'aujourd'hui. Toujours en novembre 1915, dans le même numéro, Einstein publie un second article. Traduction et explication de l'avance du périhélie de la planète Mercure par la théorie de la relativité générale. Dans une mécanique newtonienne, les planètes suivent autour du Soleil des orbites qui sont des ellipses. Dans le modèle newtonien, ces orbites sont fixes. Le point où la planète est le plus près du Soleil s'appelle le périhélie. Les astronomes ont mis en évidence une rotation régulière des ellipses trajectoires. On a appelé ce phénomène l'avance du périhélie. Ce phénomène est particulièrement sensible et mesurable pour la planète Mercure. Dans la réalité, l'excentricité de l'orbite de Mercure est beaucoup moins prononcée et l'avance de son périhélie n'est que de 43 secondes d'arc par siècle. Mais ce phénomène est parfaitement mesurable, et en parvenant à l'expliquer, en l'imputant à la faible courbure que le Soleil donne à l'espace, Einstein apporte la première confirmation observationnelle de son nouveau modèle, la relativité générale, dont la mécanique newtonienne n'est que l'approximation. Comme on le voit, la coutume, à cette époque, était de lier toute construction théorique à des éléments issus d'observation ou d'expérience. Sous cet angle, les théoriciens de ce début de siècle seraient extrêmement perplexes face aux travaux produits depuis plus d'un demi-siècle par nos actuels scientifiques. Des travaux que le mathématicien français Jean-Marie Souriau, un des fondateurs de la géométrie symplectique, qualifiait de physique sans expérience et de mathématiques sans rigueur. En 1915, les mathématiques, la géométrie et la cosmologie se conjuguent exclusivement en langue allemande. Alors que ces questions sont pratiquement complètement ignorées du reste du monde, en Allemagne et en Autriche, un petit groupe de mathématiciens, souvent parfois très jeunes, suit avec assiduité les progrès de cette nouvelle discipline.
Parmi ceux-ci, le mathématicien Karl Schwarzschild réagit immédiatement aux articles qu'Einstein vient de publier. Dans un courrier qu'il lui adresse en décembre 1915, il lui annonce qu'il vient de trouver la solution exacte de son équation qui rend compte de l'avance du périhélie de Mercure, une solution qu'Einstein vient de publier sous sa forme approchée. Cette solution, la voilà, mais comme le phénomène en question représente une variation à peine perceptible des trajectoires newtoniennes, Schwarzschild ne trouve nullement nécessaire de s'attarder sur cette solution non linéaire. Cette solution est ici décrite à l'aide de la coordonnée de temps t et de coordonnées r, θ et φ, qui sont les classiques coordonnées polaires, où r est la racine carrée de x2 plus y2 plus z2, ce qu'il indique clairement dans son article. Schwarzschild ne peut imaginer ce qui deviendra une réalité par la suite, qu'un siècle plus tard, il devienne nécessaire d'utiliser ces solutions exactes pour calculer les trajectoires autour d'objets aussi denses que les étoiles à neutrons. Ce qui lui importe avant tout est de recoller avec le résultat d'Einstein. Délaissant donc cette expression compliquée, il lui substitue une forme approchée qu'il exprime cette fois en remplaçant cette distance radiale petit r par ce qu'il qualifie de grandeur intermédiaire, en allemand Hilfsgroß, et qu'il désigne par la lettre grand R. Dans cette solution figure une constante alpha qui est une longueur, le rayon de Schwarzschild. La relation encadrée a une signification bien précise. En effet, petit r est une distance radiale, donc essentiellement positive. S'il est grand, alpha devient négligeable devant celui-ci, et grand R devient alors pratiquement identique à petit r. Mais voyons l'autre extrême. Quand petit r tend vers 0, grand R tend alors vers la valeur alpha, c'est-à-dire vers le rayon de Schwarzschild. Ainsi, cette relation que Schwarzschild a fait figurer à droite de cette solution, quand celle-ci est décrite à l'aide de cette grandeur grand R, apporte une contrainte qui est bien spécifiée. Cette description n'a de sens que si grand R est supérieur ou égal à alpha, c'est-à-dire à la valeur du rayon de Schwarzschild. Non seulement cela figure noir sur blanc dans l'article de Schwarzschild, mais celui-ci précise également ce point dans la lettre qu'il écrit à Einstein en décembre 1915, c'est-à-dire un mois avant de sa parution, où il précise que la coordonnée grand R n'est pas la bonne coordonnée. Gardez tout cela bien en tête, car cela va être essentiel dans tout ce qui va suivre. Je vous ai dit plus haut que l'Allemagne comptait un nombre important de mathématiciens et de géomètres maniant parfaitement ces nouveaux outils de la relativité générale. Ce premier article décrit la géométrie dans le vide qui entoure la masse qui crée le champ gravitationnel. Parachevant son travail, Schwarzschild publie le mois suivant un second article décrivant la géométrie, cette fois à l'intérieur de la masse qui crée ce champ gravitationnel. Il décède malheureusement 2 mois plus tard, en mai 1916, d'une infection. Comment s'est alors effectuée la diffusion de ces idées au sein de la communauté scientifique internationale? La cosmologie a émigré, elle a quitté l'ancien monde pour s'installer maintenant dans le nouveau monde, avec l'exode massif de tous les juifs qui ont quitté l'Allemagne. Il existe une anecdote très parlante qui se réfère à la visite de Bernhard Röst, ministre de la Recherche du Troisième Reich, à l'université de Göttingen. Et là, il rencontre Hilbert et il lui dit: Est-ce que votre université a beaucoup souffert du départ des Juifs? Nein, nein. Ah bon, docteur Hilbert? Nein, elle n'existe plus, c'est tout. Aux États-Unis, le principal propagateur de ces travaux est le mathématicien américain Richard Tolman, qui bénéficie d'un contact assez étroit avec Albert Einstein. Il publie en 1939 un article où il reprend ce thème général de la construction de deux solutions mathématiques couplées de l'équation d'Einstein,
l'une décrivant la géométrie à l'extérieur d'une masse et l'autre à l'intérieur de celle-ci, comme l'avait fait Schwarzschild 24 ans plus tôt, en évoquant les travaux de celui-ci en quelques lignes. Pendant ces 24 années, la connaissance de la façon dont fonctionnent les étoiles a beaucoup progressé. On a établi qu'elles tiraient leur énergie de la fusion thermonucléaire d'atomes d'hydrogène dont elles sont principalement constituées. Parmi l'éventail des destins possibles, les théoriciens ont montré que les cadavres de certaines étoiles pouvaient se constituer sous la forme d'un assemblage extrêmement compact de ces particules qui avaient été découvertes en 1932 par Anderson, les neutrons. Mais la formule a ses limites. Si la masse de ce genre d'objet atteint une valeur critique entre 2 et 3 masses solaires, les neutrons ne peuvent plus s'opposer à la formidable pression qui résulte de l'accumulation de la matière au-dessus d'eux. L'objet tend alors à imploser sur lui-même. Il existe une image susceptible de faire comprendre tout cela. Imaginons un personnage qui entasse des ampoules électriques les unes sur les autres dans un puits. Cette démarche aura également une limite. Quand la pression exercée sur les ampoules du bas dépassera le seuil de résistance du verre, toutes les ampoules se briseront et on aura une pluie de verre brisé tombant librement vers le fond du puits sans que rien ne puisse s'opposer à cette chute. En cette même année 1939, deux scientifiques vont publier un article où est envisagé le destin d'une étoile si massive que la contrepression exercée par les neutrons résultant de la complète dislocation de son noyau de fer ne peut plus s'opposer à son complet effondrement sur elle-même. Alors que dit cet article? Eh bien, regardons l'abstract. Quand toutes ces sources d'énergie thermonucléaire seront épuisées, une étoile massive s'effondrera sur elle-même et cet effondrement se poursuivra indéfiniment. Dans le présent papier, on étudie les solutions des équations donnant le champ gravitationnel qui décrivent ce processus. Le rayon de l'étoile tend alors asymptotiquement vers le rayon gravitationnel, autrement dit vers le rayon de Schwarzschild. La lumière émise par la surface de l'astre subit un redshift de plus en plus prononcé. Le temps que dure ce collapse est, pour un observateur comobile, c'est-à-dire qui participe à ce collapse, fini. Pour des étoiles de quelques masses solaires, le temps est de l'ordre d'un jour. Mais un observateur distant verra le rayon de l'étoile tendre asymptotiquement vers le rayon de Schwarzschild, ce qui sera atteint pour lui en un temps infini. L'un des deux auteurs de cet article était le jeune Robert Oppenheimer, que l'on voit ici avec Albert Einstein. Mais dans les années suivantes, il abandonna ses travaux d'astrophysique pour se consacrer exclusivement à des expériences en plein air. Après la guerre, tous les grands mathématiciens dont les travaux de géométrie ont conduit à l'émergence de la relativité générale ont disparu. Richard Tolman, principal propagandiste des idées d'Einstein et de Schwarzschild aux États-Unis, le seul qui en ait réellement perçu les tenants et aboutissants géométriques, décède en 1948 à 67 ans. Einstein et Hermann Weyl, dont il sera question par la suite, décèdent quelques années plus tard. Quant à Oppenheimer, il a trop de soucis avec les accusations dont il est l'objet, dues à ses réticences vis-à-vis du développement de la bombe à hydrogène pour se soucier des questions d'astrophysique. Dans les années 50, John Wheeler, âgé d'une quarantaine d'années, ancien membre du projet Manhattan, entreprend alors de reprendre cette question de l'implosion d'une étoile massive en fin de vie en se basant sur les articles publiés en 1939, d'abord par Robert Oppenheimer, puis par Richard Tolman. Dans son article, Tolman désigne le rayon de Schwarzschild par la quantité 2m, tandis qu'Oppenheimer l'appelle petit r0. On note qu'Oppenheimer et Tolman n'utilisent pas la lettre grand R pour désigner la variable d'espace, ce qui, bien évidemment, incite immédiatement le lecteur à identifier cette lettre petit r avec une distance radiale. Alors que dans son article de 1916, Karl Schwarzschild précise que ça n'est justement pas une distance radiale,
mais une grandeur intermédiaire grand R soumise à une contrainte qui fait que grand R est nécessairement supérieur à alpha au rayon de Schwarzschild. Pour éviter toute interprétation erronée, Oppenheimer et Tolman auraient dû indiquer cette contrainte limitant la plage de validité concernant cette variable R, conformément à l'interprétation très particulière donnée par Schwarzschild de sa solution de l'équation d'Einstein. Ainsi, Oppenheimer aurait dû ajouter à sa formule, dans son article, la relation petit r supérieur ou égal à petit r 0, ce qui, dans l'article de Tolman, se serait alors écrit petit r supérieur ou égal à 2m. Mais aucun des deux ne l'a fait. Alors, que s'est-il passé? C'est très simple. Wheeler, qui n'était ni mathématicien et encore moins géomètre, considéra immédiatement cette variable petit r comme une distance radiale. Pire encore, il s'imagina que cette solution de l'équation d'Einstein, se référant à une portion d'univers exempte de tout contenu, vide, pourrait décrire l'implosion d'une étoile sur son centre. Avant de procéder au lever de rideau en découvrant un mythe fantastique qui depuis 6 décennies éclaire de son obscurité la science contemporaine, nous allons rappeler quelques points de cette géométrie moderne, laquelle, partant d'objets géométriques tangibles, a permis d'étudier ceux qui ne le sont pas. Considérons une sphère de périmètre équatorial 2πr. C'est un espace à 2 dimensions, ce qui signifie qu'il nous faut 2 nombres, par exemple des angles, pour repérer chacun de ces points à l'aide de 2 familles de cercles, des méridiens et des parallèles. Je marque un point sur cette sphère par une petite tache rouge. Si je change par exemple la position des pôles, les chiffres qui constituent les 2 coordonnées de ce point vont changer. On peut maintenant faire autre chose, cartographier la sphère avec un pôle unique, par lequel passent 2 familles de cercles, d'où un ensemble de 2 coordonnées qui n'ont plus rien à voir avec le système méridien parallèle. Mais c'est toujours la même sphère, la même surface à 2 dimensions. À travers cet exemple, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on peut repérer les points dans un espace à n dimensions en utilisant une infinité de systèmes de coordonnées différents. Sur la sphère, qui est un objet à 2 dimensions, comme sur toute surface ou hypersurface à plus de 2 dimensions, la seule chose qui est tangible, intrinsèque, c'est la longueur petit s mesurée sur un segment de courbe joignant 2 points A et B, qui ne peut être que réelle, positive. Repérons les 2 points A et B par des coordonnées θ et φ. Les coordonnées du point A seront θA, φA, et celles du point B, θB, φB. Nous pourrons maintenant envisager que ces 2 points A et B soient très proches l'un de l'autre. Dans ces conditions, les mathématiciens conviennent d'écrire dθ égale θB moins θA, dφ égale φB moins φA. L'élément de longueur sera alors désigné par ds. La lettre petit d signifie que ce sont des petites variations des coordonnées θ et φ qui entraînent une petite variation ds qui en résulte. Mais je ne vais pas vous donner un cours de mathématiques dans cette vidéo. En l'occurrence, ici, c'est de la géométrie différentielle. Ceux qui ont les connaissances mathématiques suffisantes qui correspondent à la première année d'une licence de sciences pourront trouver tous ces calculs détaillés dans une vidéo dont l'adresse est ce que je vous indique ici. Ici, au contraire, je m'adresse à ceux qui n'ont pas de connaissances en mathématiques. Mais je vais quand même donner quelques éléments qui permettront de comprendre comment la donnée d'un objet mathématique qu'on appelle une métrique permet d'étudier un objet géométrique sans pouvoir se le représenter. Ici, nous avons une sphère. La relation mathématique qui permet de connaître l'élément de longueur ds en fonction de la valeur des coordonnées et de leurs petits accroissements est la suivante. ds carré égale R2 facteur de dθ2 plus sinus carré θ dφ2.
C'est donc ce qu'on appelle la métrique de la sphère exprimée dans ce système de coordonnées particulier, θ et φ. À quoi ça sert? Eh bien, si on n'a pas d'image d'un objet géométrique et si on connaît sa métrique, celle-ci contient toutes les informations qui permettent d'en retrouver les propriétés. Je ne vous indiquerai pas comment procéder, mais un étudiant en mathématiques pourra calculer toutes les trajectoires qui s'inscrivent sur cet objet et découvrir que certaines sont des cercles, c'est-à-dire des courbes qui se referment sur elles-mêmes. Il pourra calculer sa surface et montrer qu'elle est égale à 4πr². Il découvrira ses propriétés de symétrie. Bref, il pourra montrer que c'est une sphère. En utilisant un changement de coordonnées, on peut créer un autre système de repérage des points de l'objet et tirer d'autres renseignements sur celui-ci, en regardant comment se comporte sa métrique. Utilisons le changement de coordonnées qui remplace la coordonnée θ par une coordonnée z. L'étudiant, avec deux lignes de calcul, obtiendra cette nouvelle expression de la métrique dans ses coordonnées φ et z. C'est toujours le même objet, défini par sa métrique, celle-ci étant exprimée avec des coordonnées différentes, z et φ. On peut donc se déplacer de nouveau sur celui-ci en faisant varier ces nouvelles coordonnées du point. Avec les coordonnées θ et φ, nous n'avions rencontré aucun problème, les angles pouvant prendre n'importe quelle valeur de moins l'infini à plus l'infini. Le ds2 restait toujours positif. Mais avec ces nouvelles coordonnées z et φ, cela semble différent. Imaginons que je fixe la coordonnée φ. Cela veut dire que je donne à défi la valeur 0. Je vois alors que tant que la valeur absolue de cette nouvelle coordonnée z reste inférieure à r, mon ds2 reste positif. Mais quand le module de z devient supérieur à r, alors mon ds2 devient négatif. Qu'est-ce que cela veut dire? Réfléchissez. Cette métrique est celle d'une surface. Les coordonnées sont des nombres réels. Si je le déplace sur la surface, la longueur mesurée sera réelle. Donc son carré sera positif. Si pour des valeurs données d'une ou plusieurs coordonnées j'obtiens un ds2 négatif, c'est simplement que je suis en dehors de la surface. Pour ces valeurs des coordonnées, cette surface n'existe pas. Nous savons que cet objet est une sphère. Cela ne nous étonne donc pas qu'elle soit prise en sandwich entre les deux plans z égale plus r et z égale moins r. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons établi cela sans voir l'objet, simplement en utilisant sa métrique. Le but que nous nous sommes fixés est d'étudier les propriétés d'un objet géométrique sans nous donner la possibilité de le voir. Par le verbe voir, il faut entendre se donner la possibilité de disposer d'un espace de dimension supérieure dans lequel nous pourrons plonger cet objet. Le nombre des dimensions d'un objet ou d'un espace que représente cet objet correspond au nombre de quantités qu'on appelle des coordonnées dont on a besoin pour repérer un point dans cet objet ou dans cet espace. Une droite ou un cercle sont des objets géométriques ou des espaces de dimension unité, au sens où nous n'avons besoin que d'une seule quantité, d'une seule coordonnée pour repérer la position d'un point dans cette droite ou dans ce cercle. Nous pourrons en obtenir une représentation en les plongeant dans un espace de dimension supérieure, c'est-à-dire de dimension 2, en l'occurrence un plan. De même, une sphère étant de dimension 2, nous pourrons en obtenir une représentation en la plongeant dans un espace de dimension supérieure, dans notre espace familier de dimension 3. Mais si c'est un objet géométrique de dimension 3 ou 4, comme l'espace-temps, eh bien, nous ne disposons pas d'espace de représentation de dimension 5 pour en obtenir une image. C'est la raison pour laquelle des mathématiciens du XIXe siècle ont forgé les outils de la géométrie différentielle qui permettent d'étudier ces objets de dimension supérieure à 2 sans pouvoir se les représenter, les voir. Encore faut-il comprendre comment fonctionnent ces outils pour pouvoir les utiliser. Aujourd'hui, un habillage réalisé à l'aide d'une phraséologie quantique alambiquée est le rideau de fumée qui cache une totale incompréhension de ces outils du XIXe siècle. Revenons à notre sphère définie par ces deux coordonnées.
Elle n'existe que dans la plage des valeurs de celle-ci qui donne un ds2 positif. Ce domaine peut d'ailleurs être infini. Ainsi, quand ces coordonnées sont θ et φ, le domaine d'utilisation est moins l'infini plus l'infini. Quand on augmente un des angles indéfiniment, on ne fait que tourner en rond dans l'objet, mais au moins on est toujours dedans. Il n'en va pas de même si on représente cette métrique avec des coordonnées z et φ. Si la coordonnée φ peut toujours prendre des valeurs illimitées, la coordonnée z doit se limiter à des valeurs comprises entre plus r et moins r. Sinon, on est en dehors de l'objet. Ça n'aurait aucun sens de tenter d'étudier les propriétés géométriques d'une sphère pour z supérieur à r. Dès qu'on se donne une métrique, on doit rechercher quel est le domaine qui limite les valeurs des coordonnées, tel que le ds2 reste positif, et ça quel que soit le nombre de dimensions. Voici un autre objet défini par sa métrique. Cette surface, je ne vous la montre pas. Découverte en 1916 par le mathématicien allemand Ludwig Flamm, je vous la montrerai plus loin car elle joue un grand rôle en cosmologie. RS est positif. Si je fixe la coordonnée φ, le ds2 n'est positif que quand R est supérieur à RS. Donc j'en déduis que cette surface n'existe que si la coordonnée R est supérieure à RS. Pour les valeurs inférieures, je serai en dehors de cette surface. Il reste une dernière question qu'on va évoquer avant de passer au 4D. Dans cette métrique, quand R est égal à RS, j'ai un dénominateur qui devient nul. Cela suggère que pour cette valeur de la coordonnée R, cette surface présente une singularité. Eh bien non, cette surface n'est pas singulière quand R égale à RS. Vous pourrez le constater de vos yeux quand je vous la montrerai. Cet aspect singulier n'est dû qu'au système particulier de coordonnées. Il est temps maintenant de revenir à cette solution de l'équation d'Einstein trouvée par Karl Schwarzschild en janvier 1916. Dans son article « Tout est d'une clarté limpide », à gauche vous avez le ds2, puis sa variable t, puis x, y et z. Enfin, il passe en coordonnées polaires en posant r égale racine de x2 plus y2 plus z2. Donc r est strictement positif. En dessous, les formules classiques de changement de coordonnées que connaissent tous les étudiants. X égale r sinus θ cosinus phi, y égale r sinus θ sinus phi, z égale r cosinus θ. Au bout de son calcul, voilà ce qu'il obtient, c'est-à-dire sa métrique exprimée avec la coordonnée d'espace petit r. Mais nous ne nous y attarderons pas puisqu'il choisit de passer des variables t petit r θ et phi aux variables t grand R θ phi avec un changement de variable où il passe de petit r à grand R. Cherchons le domaine de validité des coordonnées. Pour cela, nous allons nous déplacer dans cette hypersurface à 4 dimensions. Je vais envisager d'abord de prendre phi constant, donc dφ égale 0, ça me donne ceci. Ensuite, je fais θ constant, c'est-à-dire dθ nul. J'ai ceci. Enfin, je prends r constant, donc dr égale 0, ce qui me donne ceci. Dans la parenthèse, j'ai une fraction. Je réécris l'équation comme ceci pour que ce soit plus clair. Voyons ce qui se passe alors quand r est inférieur à alpha. La fraction alpha sur r devient supérieure à l'unité. Dans la parenthèse, j'ai 1 moins alpha sur r. Or, 1 moins quelque chose de plus grand que 1, c'est négatif. Donc, quand grand R est inférieur à alpha, c'est-à-dire à la valeur grand RS d'Orion-Schwarzschild, ds2 est négatif. Donc, je suis en dehors de l'objet, je suis en dehors de cette hypersurface et 4 dimensions, je suis en dehors de l'espace-temps. Je dois donc limiter le domaine de la variable grand R à des valeurs inférieures à alpha, c'est-à-dire au rayon de Schwarzschild. C'est ce qui apparaît dans l'article de Schwarzschild à travers cette relation entre grand R, sa grandeur intermédiaire, et petit r. On obtient la même chose. Quand petit r est nul, la valeur minimale de grand R, c'est alpha, c'est le rayon de Schwarzschild. Comment Wheeler réagit-il face à cela? Eh bien, il passe complètement à côté de ce problème, puisque pour lui, la solution de Schwarzschild, c'est ce qu'il découvre dans les articles de Tolman et d'Oppenheimer, qu'il aborde avec une idée totalement naïve de l'espace-temps.
Il estime que la question à laquelle il faut apporter une réponse est: que se passe-t-il quand R est inférieur au rayon de Schwarzschild, R0 ou 2M ou RS, quel que soit le nom qu'on lui donne. Mais en 1960, la réponse lui est soudain apportée. Hello, may I speak to Professor Wheeler? Yes, Wheeler talking. My name is Martin Kruskal. J'ai trouvé le moyen de rentrer dans votre sphère de Schwarzschild avec un DS carré positif. Interesting. Comment faites-vous? Simple. Avec un changement de variable, avec de nouvelles coordinates, plus de problème. Et la vitesse de la lumière, il fait 1. Great. You have solved the problem. Ceux qui ont un bagage mathématique suffisant pourront suivre l'analyse de ce calcul de Kruskal dans cette vidéo. John Archibald Wheeler, pour sa part, désormais convaincu qu'on pouvait pénétrer à l'intérieur de cette sphère, en conçut sa propre interprétation, qu'il communiqua à 2 jeunes élèves, Kip Thorne et Charles Misner, âgés à l'époque d'une vingtaine d'années. Tous trois ne tardèrent pas, en 1973, à co-signer ces paroles prophétiques dans un ouvrage de 1200 pages, considéré dans le monde entier comme la Bible de la cosmologie. Je veux parler de leur célèbre ouvrage Gravitation. Et c'est dans ce même ouvrage que nous allons chercher ces phrases. Elles sont à la page 823. Mais avant de prendre connaissance de propos aussi lumineux, il est indispensable de prendre certaines précautions. Je reviens tout de suite. Bien, maintenant que je me suis équipé, on va reprendre cette page 823. Comportement des coordonnées en R égale 2m sur la sphère de Schwarzschild. Puisque la géométrie de l'espace-temps se comporte bien quand R est égal à 2m au rayon de Schwarzschild, le comportement singulier des composants de la métrique sur cette sphère traduit une pathologie des coordonnées t, r, θ et φ. Il faut donc trouver le moyen de se débarrasser de cette pathologie en décrivant l'intérieur de cette sphère avec un nouveau système de coordonnées. Avant cela, il est important de comprendre la nature précise de cette pathologie. En R égale 2m, ce phénomène traduit l'inversion des rôles respectifs de t et de r en tant que coordonnées de temps et d'espace. Sur la région R supérieure à 2m, à l'extérieur de la sphère de Schwarzschild, la coordonnée de t est temporelle et la coordonnée de r est de nature spatiale. Mais dans la région R inférieure à 2m, à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild, la coordonnée t devient spatiale et la coordonnée r devient la coordonnée de temps. Quel est le sens du changement de nature de cette coordonnée r qui, en perdant son caractère de coordonnée spatiale, s'identifie alors au temps à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild? Dans son vaisseau, l'explorateur qui s'approche de la sphère R égale 2m, ce que traduit la décroissance de la coordonnée petit r, a toujours la possibilité d'inverser la poussée de ses fusées en faisant en sorte que R croisse et qu'il s'éloigne. Tout change une fois la sphère R égale 2m franchie. Cette diminution de la coordonnée R se poursuit, mais doit alors être identifiée à l'irréversible écoulement du temps. Cette force invisible qui nous fait vieillir bon gré mal gré de 20 à 40 ans, puis de 40 à 80 ans, fait aussi avancer la fusée de la coordonnée temporelle R égale 2m à une valeur ultérieure correspondant à R égale 0.
Aucun acte de volonté humaine, aucun moteur, aucune fusée, aucune force ne peut suspendre le cours du temps. Ainsi, aussi sûrement que les cellules du corps finissent par mourir, la montre du voyageur égrène les minutes, tandis que la valeur de la coordonnée R, cette nouvelle coordonnée de temps, passe inéluctablement de la valeur 2m à la valeur 0. Bien, vous comprenez pourquoi j'ai préféré porter cet équipement afin d'éviter d'être ébloui par des pensées aussi lumineuses. Existe-t-il une autre interprétation géométrique de cette solution de l'équation d'Einstein trouvée en 1916 par Karl Schwarzschild? La réponse est positive. Quelques mois après la parution de cet article, en 1916, un jeune mathématicien allemand âgé de 31 ans, Ludwig Flamm, publie cet article il y a donc plus d'un siècle. Je n'ai pas trouvé le texte original de cette publication rédigé en langue allemande. Cet article n'a été traduit en langue anglaise qu'en 2015. Voici cette traduction mise sous copyright par la maison d'édition Springer, qui détient les copyrights sur toutes les traductions anglaises des textes de cette époque, constituant les bases de la relativité générale. Je n'ai pas trouvé non plus de photographie du mathématicien Ludwig Flamm datant de l'époque où il publia cette interprétation géométrique de la solution de Schwarzschild. Il faut se rappeler que Schwarzschild publie en janvier et février 1916 non un article mais deux. Le premier se réfère à la géométrie à l'extérieur d'une masse, dans le vide, et le second à l'intérieur de cette même masse assimilée à une sphère emplie d'un fluide incompressible. De manière extrêmement rigoureuse, le jeune mathématicien Ludwig Flamm commence donc par l'interprétation géométrique de cette solution de Schwarzschild, dite intérieure, qui décrit la géométrie à l'intérieur de la masse créatrice du champ gravitationnel. Mais comme ceci sort du sujet de la présente vidéo, nous passerons directement à la solution dite extérieure de Schwarzschild, correspondant à cette métrique. Ceux qui disposent du bagage mathématique adéquat pourront trouver une analyse complète de l'article de Flamm dans cette vidéo. Comme il s'agit d'une solution stationnaire, Flamm comprend qu'il lui faut se concentrer sur l'interprétation géométrique de l'hypersurface à 3 dimensions correspondant à la partie spatiale de la métrique de Schwarzschild. Il va alors couper cette hypersurface à 3 dimensions par des plans θ égale constante. Quand on effectue des coupes d'un objet à n dimensions, on obtient un objet de dimension n-1. Ainsi, si je coupe une sphère qui est un objet de dimension 2, j'obtiens un cercle dont une seule coordonnée suffit à repérer un de ses points. Il est donc de dimension unité. J'obtiens un cercle parce que j'ai effectué une coupe plane d'un objet qui possède une courbure. Pour obtenir une droite, il m'aurait fallu effectuer cette coupe plane d'un objet dépourvu de courbure, en l'occurrence un plan. Lorsque Flamm effectue cette coupe de l'objet à 3 dimensions qui est l'hypersurface de Schwarzschild, il obtient cet objet à 3 moins 1 dimension, c'est-à-dire à 2 dimensions, à laquelle il donnera son nom, une surface de Flamm. Vous en trouverez des images sur Internet. Elle est engendrée par la rotation autour d'un axe d'une parabole couchée. Comme j'ai suivi la même démarche que Flamm, ignorant au passage l'existence de son article, j'ai retrouvé en 2015 le même résultat que lui, la même surface, que je qualifie alors de diabolo 2D. Ici, je retrouve l'équation de sa méridienne, la même que la sienne, en remplaçant alpha par RS, avec simplement un siècle de retard sur lui. De même que cette surface de Flamm se déploie à partir d'un cercle de gorge de périmètre de pi RS, de même, l'hypersurface 3D de Schwarzschild possède deux nappes tridimensionnelles qui se déploient à partir d'une sphère de gorge de même périmètre. Et le cercle de gorge de la surface de Flamm n'est rien d'autre que la section par un plan θ égale constante de la sphère de gorge de l'hypersurface 3D de Schwarzschild. Il n'y a donc rien à l'intérieur de cette fameuse sphère de Schwarzschild,
en particulier pas cette singularité centrale à propos de laquelle Stephen Hawking et le mathématicien Roger Penrose ont produit de si beaux théorèmes, qui ont valu à Roger Penrose le prix Nobel en 2020 après le décès de Stephen Hawking. C'est la raison pour laquelle nous avions donné à notre article, publié il y a 7 ans, en 2015, dans Modern Physics Letters A, le titre Suppression de la singularité centrale de la solution de Schwarzschild, bien qu'il soit difficile de supprimer quelque chose qui, en fait, n'a jamais existé que dans l'imagination des cosmologistes. La seconde partie du titre fait référence à un autre article, également publié il y a plus d'un siècle, en 1917, par le mathématicien âgé de 30 ans à l'époque, Hermann Weyl, article dont nous parlerons plus loin. Revenons maintenant à cette figure de l'article de Ludwig Flamm. Cette méridienne parabolique doit être comprise comme étant la section par un plan phi égale constante de la surface de Flamm, elle-même étant la section à θ égale constante de l'hypersurface 3D de Schwarzschild. Flamm conjugue maintenant les deux solutions construites par Schwarzschild en 1916, la solution extérieure et la solution intérieure qui décrit la géométrie à l'intérieur de la masse. Alors à ce moment-là, il y a des conditions de raccord et on voit cet arc de cercle qui est en fait l'intersection à phi constant de la calotte sphérique qui va compléter une portion de la surface de Flamm, laquelle va se raccorder avec cette calotte selon un cercle qui est l'intersection par un plan de la sphère qui contient la masse. Et on voit sur ce dessin comment s'opère ce raccord. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'en complétant cette portion de la surface de Flamm par une calotte sphérique, ce n'est pas du tout une image didactique que nous obtenons, mais l'authentique intersection de l'hypersurface 3D par un plan. Ça, c'est de la vraie géométrie des espaces courbes, et c'est vraiment autre chose que de décider qu'à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild, la lettre T désigne l'espace et la lettre R devient le temps. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. L'erreur traduit un manque total de maîtrise des espaces non contractiles. C'est un concept qui est emprunté à la topologie. En deux dimensions, c'est assez facile à comprendre. Si vous tracez une courbe fermée dans un espace 2D, vous pouvez aussitôt tracer une courbe voisine de périmètre légèrement inférieur, et puis une autre courbe de périmètre encore plus petit, et ainsi de suite. Ici, quelle que soit la région de cet espace 2D, à l'aide de cette procédure, vous pouvez amener le périmètre de cette courbe à zéro, c'est-à-dire la faire converger vers un point. Alors on dira que cet espace 2D, cette surface 2D, est contractile. Exemple, un plan ou une sphère. En restant toujours dans le monde des objets à deux dimensions, quels sont les exemples d'objets géométriques non contractiles? Eh bien, vous avez le tore. Un tore est engendré par la rotation d'un cercle autour d'un axe situé dans le plan qui contient ce cercle. Sur ce tore, vous voyez que j'ai figuré une famille de cercles de couleur rouge. Quand on tente de contracter ce cercle, de réduire son périmètre, ça coince au niveau de la gorge du tore. On a alors un cercle de gorge en noir, de périmètre minimal. Autre objet non contractile, la surface de Flamm. Et là, j'ai fait figurer la métrique qu'il a définie, que j'avais évoquée plus haut. Dans cette expression, ds est la mesure de la longueur d'un segment de courbe tracé sur cette surface. La lettre petit r désigne la distance d'un point de celle-ci à l'axe de symétrie que je figure avec ce trait noir. Vous comprenez maintenant pourquoi le fait que le ds2 reste positif est le critère qui assure l'existence des objets géométriques définis par leur métrique, quel que soit le nombre des dimensions qui les définissent. Si petit r est inférieur à rs, qui est le rayon du cercle de gorge figuré en noir, il est évident que je suis en dehors de la surface. Et là, vous voyez la puissance de cette représentation des objets géométriques par la simple donnée de leur métrique. On n'a pas besoin de voir les objets. En considérant cette expression, si je me place dans le plan θ égale constante, je vois que pour petit r inférieur à rs, le ds2 est négatif, donc je suis en dehors de l'objet. Les valeurs r inférieures à rs sont simplement en dehors de l'espace de définition de cette coordonnée petit r. Pour énoncer cette conclusion, je n'ai pas eu besoin de voir l'objet. Et c'est la même chose pour les hypersurfaces à 3 ou 4 dimensions,
qu'on est alors dans l'incapacité de voir, c'est parce qu'ils ont perdu de vue cette notion élémentaire que les cosmologistes d'aujourd'hui racontent n'importe quoi. Je fais une petite digression en revenant sur la surface de flamme définie par sa métrique. Quand R est égal à Rs, dans celle-ci, on a un dénominateur qui devient nul. On sera donc tenté de penser que quand R égale Rs, sur cette sphère de Gorge, la surface est singulière. Or, vous voyez qu'il n'en est rien. L'apparition de cette pseudo-singularité n'est due qu'au choix du système des coordonnées. Celle-ci, qu'on appelle alors une singularité de coordonnées, peut être éliminée en passant à un autre système. Un autre exemple est la singularité polaire que l'on crée sur une sphère, qui n'est due elle aussi qu'au choix des coordonnées. Mais ceci nous écarterait de notre sujet. Revenons à nos surfaces non contractiles. En 2 dimensions, j'avais tracé sur la surface des cercles dont le périmètre était de plus en plus petit. Si je pouvais faire tendre ce périmètre vers 0 partout, ma surface était contractile. Sinon, elle ne l'était pas. Pour la surface de flamme, son périmètre avait une valeur minimale de πrs. Dans les objets géométriques à 3 dimensions, ce ne sont pas des cercles que nous utiliserons, mais des sphères voisines, imbriquées comme des poupées russes, d'air de plus en plus petites. Je ne pourrais pas vous faire de démonstration d'espace tridimensionnel non contractile. Par contre, en empruntant à Newton sa pomme, je peux vous faire une démonstration d'un espace tridimensionnel localement contractile. Alors vous voyez, la surface de la pomme, ça représente la surface initiale de cet assemblage de poupées russes. Je vais non pas jeter la pomme d'un arbre, mais je vais la peler, et à chaque fois que je la pèle, je fais diminuer l'aire de cette surface. Vous voyez ici, l'aire de ma pomme a déjà beaucoup diminué. Je continue. Je continue. Vous voyez ici, ma pomme a déjà presque la surface d'une bille. Voilà l'étape suivante. Continuons. Voilà. Alors il faut poursuivre l'opération avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention, mais à la fin, la surface de la pomme finit par devenir nulle et on a fabriqué un point. Et on a aussi démontré que l'espace dans lequel nous vivions était localement contractile. Ce que j'ai voulu évoquer ici, à travers cette expérience de pensée, c'est que la région d'espace qui se réfère à cette géométrie de Schwarzschild n'est justement pas contractile. Et ça, c'est très difficile à concevoir. C'est parce que Wheeler en est incapable qu'il accorde du crédit au calcul faux de Kruskal. C'est parce que Thorne en est incapable qu'il utilise n'importe quel expédient pour réussir à pénétrer dans cette sphère de Schwarzschild, ce qu'il croit pouvoir réussir à faire en permutant les coordonnées d'espace et de temps. Tout ceci est simplement sans queue ni tête et traduit le fait que les scientifiques d'aujourd'hui ne maîtrisent pas l'outil topologie. Quand on prolonge les 2 nappes de la surface de flamme, la courbure tend vers 0 à grande distance. De ce fait, cette structure établit un pont entre 2 plans. Topologiquement parlant, l'hypersurface à 4 dimensions de Schwarzschild établit un pont entre 2 nappes d'espace-temps sans courbure. C'est en envisageant les choses sous cet angle que certains ont proposé des structures qu'ils ont appelées trous de verre, reliant 2 univers différents ou 2 régions distantes d'un même univers. Mais en dehors de donner de très belles images, ainsi que des idées pour les auteurs de science-fiction, ce concept n'a pas donné grand-chose de tangible. Il y a une idée plus puissante qui est plus difficile à assimiler et dont on trouve la source dans l'article de 1917 du jeune mathématicien allemand Hermann Weyl. C'est un article plus sophistiqué et plus subtil encore que celui de Flamme, où il complète l'interprétation géométrique donnée par celui-ci de la solution de Schwarzschild. Ceux qui ont un bagage suffisant en mathématiques pourront suivre mon analyse de cet article dans cette vidéo. Ce qu'il introduit, c'est le concept mathématique de revêtement.
En anglais, on dit folding. En allemand, dans le texte, c'est le mot souligné Überdeckungen. En termes plus simples, cela signifie que les hypersurfaces à 3 et 4 dimensions possèdent, comme les surfaces à 2 dimensions, un endroit et un envers. C'est la même idée qui est poursuivie dans notre papier de 2015, avec un siècle de retard. Elle est plus facile à lire à cause des dessins. En haut, vous reconnaissez la surface de flamme. Juste en dessous, comme veille, nous effectuons une projection et on obtient tout en bas le revêtement à deux feuillets F+ et F-. F+, c'est le recto de l'hypersurface et F-, c'est son verso. Dans cette section de l'hypersurface, la section de la sphère de Schwarzschild devient un cercle et les sections des deux faces à 3 dimensions de l'hypersurface 3D deviennent deux plans qui sont comme le recto et le verso d'une feuille munie d'un trou. Il est très important de définir ce qu'est un trou. Commençons par un trou dans un espace à 2 dimensions. À l'intérieur du cercle qui est le bord du trou, il n'y a pas de papier. Si la feuille de papier représente un espace 2D et si une fourmi chemine vers ce trou, elle ne peut poursuivre sa route qu'en passant sur l'autre face. Donc un trou met en communication le recto et le verso d'un espace. Ici, c'est un espace 2D. Dans un espace à 3 dimensions, le bord d'un trou ne sera plus un cercle, mais une sphère. Et si une particule témoin chemine vers ce trou, elle ne pénétrera pas à l'intérieur puisqu'il n'y a pas d'intérieur. Le franchissement de la sphère qui représente le bord de ce trou la fera basculer dans le verso tridimensionnel de cette hypersurface. Si vous arrivez à comprendre que la sphère de Schwarzschild marque l'emplacement d'un trou dans l'espace 3D, un énorme pas aura été franchi. Vous ne chercherez désormais plus, comme Wheeler, comme Kruskal, comme Thorne, à pénétrer à tout prix à l'intérieur. Nous allons voir maintenant ce qui se passe vis-à-vis des coordonnées. Pour cela, je suis obligé de revenir vers un espace de 2 dimensions. Voilà donc cet espace avec un trou. Vous avez des lignes, des droites ou des courbes, qui représentent des trajectoires de notre fourmi sur le recto de cette feuille. Il y a une trajectoire courbe, il y a également une trajectoire radiale. Lorsque la fourmi a franchi le trou, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve de l'autre côté et elle poursuit sa trajectoire courbe ou radiale. Et vous voyez par exemple que pour la trajectoire radiale, la distance petit r va croître, alors que sur le recto, elle décroissait. Donc, le franchissement du trou induit l'inversion de la coordonnée r. Et c'est la même chose pour le franchissement d'un trou à 3 ou à 4 dimensions. Le franchissement du trou induit l'inversion de toutes les coordonnées. Vous trouverez ça plus détaillé dans notre article de 2015, où on rappelle le fait que d'inverser les coordonnées a pour effet d'inverser également le sens des objets. Allons à la figure 5 de cet article. Sur le recto de la feuille, je peux dessiner un triangle et indiquer sur celui-ci, à l'aide de flèches, un sens de parcours que je qualifierais arbitrairement de droit, par rapport au sens de parcours opposé qui sera, lui, qualifié de gauche. J'ai figuré un triangle de couleur noire orienté, qui franchit le bord du trou et se retrouve de l'autre côté de la feuille, de couleur grise. Son sens de parcours est inversé. Mais là, nous sommes dans du 2D. Qu'en est-il en 3D, où le bord du trou est une sphère? Et comment fait-on alors pour définir une orientation des objets? Dans l'espace 3D, l'orientation est définie par le sens de vissage de mon tire-bouchon. Pour obtenir une orientation inverse, je prendrai l'image en miroir de mon tire-bouchon. Cette image est appelée énantiomorphe. Dans notre univers normal, nous trouvons des tire-bouchons droits qui servent à ouvrir les bouteilles. Mais il existe un univers différent, celui des farces et attrapes, où les tire-bouchons sont alors gauches. Là, vous pourrez vérifier que les sens de vissage sont inversés. Allons à la figure 7 de l'article. Nous voyons que le tire-bouchon sert à orienter les faces de ce tétraèdre et à définir sur celle-ci un vecteur normal.
Comment figurer le franchissement de la sphère de Schwarzschild en tant que bord d'un trou? Je peux représenter mon tétraèdre comme un ensemble de 4 billes que l'on jette sur une sphère rigide et sur laquelle elles rebondissent. Allons à la figure 8 de l'article. La bille grand A, qui est la plus proche, se réfléchit la première, et au résultat, mon tétraèdre, après franchissement du trou, 3D, se trouve inversé, devient sa propre image en miroir. De même, si vous jetez un gant, une main droite, dans un trou à 3 dimensions, avec le même raisonnement d'inversion, eh bien, la main droite se transforme en main gauche. Ainsi, vous voyez que si des atomes, des molécules franchissent la sphère de Schwarzschild, eh bien, ils sont transformés en leur image en miroir. Je sais que tout ceci froisse un peu les neurones au début, mais vous verrez, avec le temps, on s'y habitue et on finit par trouver ça tout à fait naturel et évident. Mais vous allez me dire, on est dans l'espace-temps, c'est un objet à 4 dimensions. Qu'advient-il alors de cette quatrième coordonnée, la coordonnée temps? La réponse se trouve dans l'article d'Hermann Weyl de 1917. Le passage concerné se trouve en bas de la page 132. Je traduis. Quand on continue analytiquement, ce coefficient du temps dans la métrique devient négatif dans la région se situant au-delà, ce qui fait que pour un point au repos, la coordonnée de temps x4, il l'appelle x4, et le temps propre, c'est-à-dire s, évoluent dans des directions opposées. Entendons-nous bien, le fait que cette quatrième coordonnée, la coordonnée x4, la coordonnée t, la coordonnée de temps s'inverse, ne signifie absolument pas que la particule en question remonte dans son passé. Les coordonnées ne sont que des systèmes de repérage des points. Ce qui rythme l'écoulement du temps pour des objets en mouvement ou au repos, c'est la grandeur S, c'est le temps propre, il n'y en a pas d'autre. Dans son article de 1916, le jeune mathématicien allemand Ludwig Flamm nous avait donné une jolie démonstration de sa maîtrise des outils de la géométrie des espaces courbes à 3 dimensions. En 1917, cet autre jeune mathématicien allemand, Hermann Weyl, lui aussi âgé d'à peine 30 ans, va plus loin. Après avoir retrouvé l'hypersurface 3D de Flamm, il démontre sa maîtrise de la géométrie d'un espace cette fois quadridimensionnel. Les lecteurs ayant le niveau mathématique adéquat trouveront tous les détails de cette analyse dans cette autre vidéo. Et c'est tout autre chose que cette couillonnade à laquelle les Cosmic Men continuent de s'accrocher depuis 60 ans, le fait, une fois la sphère de Schwarzschild franchie, de considérer T comme une coordonnée d'espace et R comme une coordonnée de temps. Dans notre article de 2015, d'il y a 7 ans, on établit également l'inversion des coordonnées d'espace et de temps. L'inversion de l'espace en physique, on appelle ça une p-symétrie. Les deux régions d'espace-temps ainsi conjuguées peuvent être qualifiées d'adjacentes, d'où la phrase du texte, je traduis. Pour les deux régions adjacentes, nous avons deux structures d'espace-temps pt symétriques. Là, il y a une donnée qui manquait à Hermann Weyl pour aller plus loin. Mais s'il en avait disposé, je pense qu'il aurait aussitôt fait le lien. Reprenons notre image de la feuille de papier percée d'un trou. Imaginons deux fourmis qui sont sur le recto. La première ne bouge pas et la seconde se déplace suivant cette trajectoire, passe par le trou et se met désormais à cheminer sur l'autre face de la feuille, dont on perçoit la trajectoire par transparence. Elles ne peuvent plus ni se voir ni se rencontrer. Qu'est-ce qui les sépare? Est-ce que c'est la feuille? Non, c'est le fait qu'elles aient des coordonnées d'espace qui sont inverses. Mais alors, quel sens physique donner, dans le cas d'un espace-temps à 4 dimensions, à l'inversion de la coordonnée de temps? La réponse a été apportée en 1970, c'est-à-dire il y a un demi-siècle, par le mathématicien français Jean-Marie Souriau, à travers sa théorie des groupes dynamiques de la physique. Celle-ci représente un exemple d'un travail extrêmement brillant, établissant un lien entre une branche nouvelle des mathématiques, la géométrie symplectique, dont il a été un des fondateurs, et la physique. Le fait que ces travaux n'aient été publiés par leur auteur
qu'en langue française, exclusivement sous la forme d'un livre, a considérablement freiné leur diffusion au sein de la communauté scientifique internationale, si ce n'est au sein de la poignée des mathématiciens géomètres participant à ce mouvement. Ce livre n'a fait l'objet d'une traduction en anglais que 27 ans plus tard, en 1997. Ce copyright il reste d'un prix élevé, ce qui ne facilite pas non plus la diffusion des idées dont il est porteur. Les lecteurs francophones pourront avoir accès au scan de ce livre à cette adresse, c'est dans le chapitre 3. Cela commence à la page 197, à la section Inversion d'espace et de temps. Et voilà ce théorème qui démontre l'équivalence entre l'inversion des coordonnées de temps et l'inversion de l'énergie et de la masse. Ainsi, la boucle est bouclée. En 1917, Hermann Weyl avait montré que lorsque la particule franchissait la sphère de Schwarzschild, la coordonnée de temps était inversée. Ensuite, si on suit Souriau, il y a inversion de l'énergie et de la masse. D'où le titre choisi pour notre article de 2015, Élimination de la singularité centrale de la solution de Schwarzschild avec processus naturel d'inversion de la masse. Revenons sur le modèle géométrique qui nous semble pour le moment le plus fiable pour décrire le champ gravitationnel créé par les masses. Je veux parler de l'interprétation géométrique donnée par Ludwig Flamm, qui ne fait que reprendre celle de Karl Schwarzschild, raccordant deux géométries, la première se référant à l'extérieur des masses et la seconde à l'intérieur des masses qui créent le champ gravitationnel. La portion d'espace-temps, représentée par ces solutions exactes de l'équation d'Einstein, a pour section la réunion d'une portion de la surface de Flamm et d'une calotte sphérique. Les courbes de sa figure 3 représentent la méridienne de cette surface solution. La partie de la courbe en pointillé n'en fait pas partie. Ces deux points représentent la trace du cercle figurant le lieu où les deux géométries se raccordent, qui se trouve être la section plane de la sphère figurant la surface de l'étoile, de rayon R0. Ce rayon est supérieur au rayon de Schwarzschild RS, indiqué ici, et qui ne dépend que de la masse considérée à travers la relation RS égale 2 Gm sur C2, où G est la constante de la gravitation et C la vitesse de la lumière. Ce modèle est parfaitement cohérent mathématiquement, mais que prévoit-il? Les effets dépendent du rapport entre le rayon de l'étoile et le rayon de Schwarzschild. Pour illustrer cela, nous allons étendre la méridienne parabolique à plus grande distance. Pour une même valeur de masse m, si celle-ci emplit une sphère dont le rayon R0 est beaucoup plus grand que le rayon de Schwarzschild RS, correspondant à la valeur 2Gm sur C2, on comprend intuitivement que les effets de relativité générale liés à la courbure seront moins sensibles. Par exemple, l'avance du périhélie d'une planète orbitant autour de cette étoile sera plus faible. Le Soleil a un rayon de 700 000 km, alors que son rayon de Schwarzschild, calculé à partir de sa propre masse, n'est que de 3 km. Par contre, il en va différemment avec des étoiles à neutrons, dont les diamètres s'approchent de leur propre rayon de Schwarzschild. Dans ces conditions, si un objet se trouvait en orbite autour de l'une d'elles, le déplacement du périhélie deviendrait sensible à chaque orbite. Mais il existe un autre effet de la relativité générale, beaucoup plus spectaculaire vis-à-vis de l'observation, lié à ce qu'on appelle le redshift gravitationnel. Quand les photons quittent la surface d'un astre, ils perdent une part de leur énergie. On peut les imaginer comme gravissant une sorte de pente. Comme l'énergie du photon est h nu, où h est la constante de Planck, et nu la fréquence, cette baisse d'énergie se traduira par une baisse de la fréquence, un accroissement de la longueur d'onde, donc un rougissement. Cet effet sera d'autant plus net que l'effet de courbure sera important. Prenons par exemple une masse de 6 milliards et demi de masses solaires. Si cette masse se trouve concentrée dans une sphère dont le rayon est un peu supérieur à son rayon de Schwarzschild, correspondant à celui de l'orbite de Pluton, ce qui lui confère la densité d'un air assez raréfié, le fort effet de redshift gravitationnel lui donnera alors cette apparence, avec un fort assombrissement contrastant avec la luminosité de son environnement gazeux, de ce qu'on appelle son disque d'accrétion.
Vous reconnaissez ici l'image rendue publique le 10 avril 2019, immédiatement présentée comme celle d'un trou noir géant situé au centre de la galaxie M87. La grande découverte du début des années 2000 a été celle de la grande vitesse animant des étoiles situées très près du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Un suivi précis au fil des années des trajectoires de celles-ci a démontré avec certitude qu'elles orbitaient autour d'un objet dont la masse était de 4 millions de masses solaires. Le périhélie de l'étoile s'approchant au plus près, l'étoile S2, est estimé à 17 heures-lumière. Donc le diamètre de l'objet est inférieur à une trentaine d'heures-lumière. C'est tout ce qu'on peut affirmer. Si son rayon est de l'ordre de celui de l'orbite de Mars, il induira des phénomènes comparables à l'observation de M87 et sa densité sera également faible comme celle de cet objet. Nous aborderons la question de la formation de tels objets dont on sait maintenant qu'ils sont présents au centre de nombreuses galaxies dans leur plus jeune âge, ce qui exclut que ceux-ci puissent se former par accrétion. Ceci dit, nous serions tentés d'examiner le cas où la surface de flamme se raccorderait avec une demi-sphère le long de son équateur, lequel figure alors la section de la sphère de Schwarzschild. La ligne bleutée complétant la méridienne traduit la courbure constante associée à une masse correspondant à une sphère remplie d'un fluide de densité constante, problème géométrique traité par Karl Schwarzschild dans son second article de février 1916. Dans ces conditions, lorsque les photons quittent l'objet, leur longueur d'onde devient infinie, ce qui traduit le fait que nulle lumière ne peut être émise par celui-ci. Nous aurions alors ce qu'on pourrait appeler un trou noir à symétrie sphérique, la sphère de Schwarzschild faisant figure d'horizon cosmologique. Mais nous verrons plus loin que de tels objets ne peuvent exister, car avant même que la criticité géométrique ne soit atteinte, une autre criticité, de nature physique celle-là, apparaît, signalée par Schwarzschild dans son second papier il y a un siècle. J'insiste sur le fait que cette courbe ne correspond nullement à une image didactique, mais représente très précisément la méridienne de l'hypersurface à 3 dimensions, selon le mode de représentation des intersections de Flamme et de Weil. J'avais initialement prévu de présenter cette vidéo sous deux formes. La présente forme, la version light, et puis une version plus difficile d'accès pour laquelle le niveau de mathématiques spéciales était requis. Alors cette seconde vidéo existe, j'y ai fait référence. Dans cette version hard, je n'ai pas abordé la question du temps de chute libre et de l'inversion de la masse. Et j'ai souhaité le faire dans cette présente vidéo. Mais alors je ne peux plus m'appuyer sur les développements théoriques qui sont présents dans cette vidéo hard. Je vais donc être amené à mettre quelques équations dans ce qui va suivre, le minimum. Plus tard, tout ceci passera dans la vision hard qui me permettra d'alléger la présente version. Mais pour le moment, je suis obligé de violer ma promesse. Il est donc préférable que ceux qui sont réellement allergiques aux mathématiques interrompent leur lecture ici. Revenons maintenant sur cet article de 1939 d'Oppenheimer et de Snyder, qui a été le point de départ de ce modèle du trou noir. Le problème évoqué est effectivement incontournable. Dès les années 30, peu après la découverte du neutron en 1932, les théoriciens ont affiné leur modèle d'évolution d'étoiles. Pour les étoiles dont les masses dépassaient les 8-10 masses solaires, ils concluaient à un épuisement brutal du carburant de fusion, entraînant un effondrement de telles étoiles sur leur noyau de fer, lequel est la cendre de la fusion, qui s'accumule alors au centre de ces étoiles massives. Ce noyau de fer est ici représenté en bleu. Ceci correspond au point de départ du phénomène dit des supernovae. La montée en température de ces couches externes déclenche de nouvelles réactions de fusion qui font exploser l'étoile, en même temps que se créent tous les atomes plus lourds que le fer. La rétrocompression du noyau qui en résulte est si intense que les atomes de fer qui le constituent se trouvent disloqués. Par ailleurs, pour exister, les particules doivent disposer d'assez de place pour pouvoir loger le paquet d'ondes qui les constitue. La longueur d'onde caractéristique est ce qu'on appelle la longueur d'onde de Compton. C'est lambda égale h sur mc, où h est la constante de Planck,
c la vitesse de la lumière, et m la masse de la particule. On voit que cette longueur d'onde varie comme l'inverse de la masse, celle des électrons étant 1850 fois plus petite que celle des protons et des neutrons. Ce sont eux qui disparaîtront les premiers en se combinant aux protons pour donner des neutrons. D'où l'idée qu'il subsiste un agrégat de neutrons. Comme les supernovae, l'existence de ces étoiles à neutrons n'est plus à mettre en doute. On en dénombre actuellement plusieurs milliers, qui se révèlent sous forme de pulsars. Ceci étant, leur masse ne peut être calculée que si ces étoiles à neutrons font partie d'un système double, où le compagnon est une autre étoile. On en connaît une quinzaine, ce qui chiffre les masses à des valeurs qui sont proches d'une fois et demie la masse du Soleil, ce qui correspond au noyau des étoiles massives. Bien qu'animées de rotations très rapides, allant jusqu'à 1000 tours seconde, la prééminence de la force de gravité sur la force centrifuge fait que la forme des étoiles à neutrons est très proche de celle de la sphère. Donc la solution de Schwarzschild de la symétrie sphérique est une bonne approximation de leur champ de gravitation. Dans ces étoiles à neutrons, on trouve une valeur maximale de leur masse qui traduit la capacité limitée des neutrons à encaisser la pression résultant de tous ceux qui sont au-dessus. Nous avons déjà évoqué cela plus haut. Mais une limite apparaît également sous forme purement géométrique. On peut assimiler les étoiles à neutrons à des sphères emplies d'un matériau de densité constante, de sorte que la masse croît comme le cube du rayon. Mais le rayon de Schwarzschild croît comme la masse. Sur ce graphique, on a porté en abscisse le rayon R de l'étoile et on a ordonné ce même rayon R correspondant à la courbe rouge et le rayon de Schwarzschild RS qui croît comme la cube de ce rayon. Ce qui fait que le rayon de Schwarzschild rattrape et finit par dépasser le rayon de l'étoile. En conséquence, si la masse d'une étoile à neutrons dépasse cette valeur critique de 3 masses solaires, il est impossible de décrire cet objet en juxtaposant une solution correspondant à une géométrie intérieure et l'autre à une géométrie extérieure associée au vide. Au fil des années, on découvre des étoiles de masse de plus en plus importante. On en connaît aujourd'hui une quinzaine dont les masses dépassent 100 masses solaires. Le record est détenu par l'étoile R136A, dont la masse est évaluée à 315 masses solaires. Leur schéma d'évolution est qualifié d'hypernovae. C'est similaire au schéma de la supernova en plus brutal, toujours avec l'effondrement sur un cœur de fer. Mais dans ce cas-là, la masse de ce cœur de fer dépasse largement les 3 masses solaires. On lit alors que la création d'un trou noir est inévitable. Il existe un second schéma où les étoiles à neutrons sont susceptibles d'atteindre cette criticité. C'est le cas où elles sont en couple avec une étoile à la fois émissive et proche et captent une partie du vent stellaire émis par leur compagne. De telles situations doivent être fréquentes. Il faut donc apporter une réponse à cette question, de même à celle du devenir des étoiles de très forte masse. Depuis les années 60, le modèle du trou noir constitue la réponse à toutes ces questions. Dans leur article de 1939, Oppenheimer et Snyder décrivent l'effondrement d'une étoile massive sur sa sphère de Schwarzschild en indiquant que rien ne s'oppose à son collapse complet, un point sur lequel nous reviendrons plus loin. Dans ce scénario, la dernière phrase présentée dans le résumé est particulièrement importante. Je traduis. Pour un observateur qui participe à cet effondrement de l'étoile, le physicien relativiste dira qu'il est comobile. Le temps de ce collapse est fini. Pour une étoile dont la masse serait de quelques masses solaires, ce temps serait de l'ordre d'une journée. Mais un observateur extérieur distant verrait le rayon de cette étoile tendre asymptotiquement vers celui de la sphère de Schwarzschild, ce qui signifie que ce phénomène durerait pour lui un temps infini. La scène serait pour ainsi dire pour lui en arrêt sur image. Mais qu'est-ce que ce temps vécu par un observateur extérieur? Avant que nous ne nous penchions sur ce problème, j'aimerais que vous regardiez avec moi cette sphère munie de ses classiques coordonnées. En 2D, qu'est-ce qu'il y a de plus régulier qu'une sphère, à part le plan? Rien. Il n'y a aucun point particulier, et pourtant, en la dotant de ce système de coordonnées,
Nous avons réussi à créer non pas un point singulier, mais les deux pôles, en sachant pertinemment que dans ces lieux de la sphère, la surface n'est nullement singulière. Vous savez qu'on peut également cartographier une sphère avec un pôle unique. Quelle conclusion devons-nous tirer de tout cela? Que les coordonnées n'ont pas de signification intrinsèque, même quand on les appelle r, ce qui évoque une distance radiale, ou t, un temps. La seule qui ait un sens, c'est s, la longueur mesurée sur la surface ou sur l'hypersurface. Et dans le cas de l'hypersurface à 4 dimensions, qu'est l'univers, s, c'est un temps. C'est le temps propre, le seul qui ait une signification intrinsèque, qui pour nous sera la seule grandeur à laquelle nous conférerons une signification physique. Le corollaire étant que quand cette grandeur n'est pas réelle, nous sommes simplement en dehors de la physique, ce que nombre de cosmologiques ont perdu de vue depuis 60 ans. Nous avons sous les yeux la métrique de Schwarzschild, solution de l'équation d'Einstein dans le vide, exprimée à l'aide de 4 nombres réels d'un certain choix de ces coordonnées désignées par les lettres t, r, θ et φ. Imaginons deux points voisins correspondant à des mêmes valeurs des coordonnées θ et φ. Donc les accroissements dθ et dφ sont nuls. Vis-à-vis de la grandeur S, la distance qui sépare ces deux points est donnée par ds carré égale 1 moins rs sur r que multiplie C2 dt2 moins dr2 sur 1 moins rs sur r. Qu'est-ce qui me permettrait d'affirmer que dr, qui est la dimension d'une longueur, serait réellement la distance séparant deux points voisins, et dt serait une mesure du temps qu'il a fallu pour couvrir cette même distance? Qu'est-ce qui me permettrait d'affirmer que le rapport dr sur dt, qui est la dimension d'une vitesse, aurait un sens physique? Là est la démarche la plus délicate, la plus subtile, qui consiste à ne faire aucune confiance aux lettres désignant les coordonnées, même et surtout si elles s'appellent r et t. Un système de coordonnées, ça n'est que ce qui permet de définir un observateur contemplant les phénomènes qui se déroulent dans l'espace-temps. Le système des coordonnées, c'est la paire de lunettes qui permet de suivre le film, mais rien ne dit que celle-ci soit la bonne. Or, comme il y a une infinité de paires de lunettes possibles, une infinité de systèmes de coordonnées possibles, une infinité de façons d'observer les phénomènes, donc il y a une infinité de façons de se projeter le film décrivant l'histoire de l'espace-temps et les événements qui s'y déroulent. Que se passe-t-il si je donne à la coordonnée r une valeur infinie? Les fractions rs sur r tendent vers 0. La métrique prend alors cette forme. Or, c'est justement la métrique de Lorentz qui se réfère au vide et recèle toutes les propriétés de la relativité restreinte. Il est donc plausible de penser qu'en faisant tendre r vers l'infini, nous nous situons très loin de cette perturbation locale du champ de gravitation. Donc cette métrique, sous cette forme, avec ses coordonnées particulières, satisfait les conditions à l'infini. Mais, se dit Oppenheimer, comment rendre cet observateur lointain immobile? Rien de plus simple, se dit-il, je n'ai qu'à faire dφ égale 0, dθ égale 0, dr égale 0. De plus, cet observateur, il est à l'infini, donc le terme rs sur r disparaît. Et que reste-t-il? ds égale c dt. Mais ds, c'est c d taux, ou taux le temps propre, en secondes. Donc dt égale d taux. Donc cette variable t, c'est le temps qui s'écoule sur la montre de mon observateur immobile et distant, qui regarde un pavis d'un pauvre voyageur lâché en chute libre vers la sphère de Schwarzschild. Il ne reste plus, quand un voyageur pris dans le champ gravitationnel créé par un corps de quelques masses solaires tombe en chute libre vers sa sphère de Schwarzschild, qu'à calculer la durée de sa chute mesurée sur sa montre bracelet, c'est-à-dire le temps propre delta tau. Oppenheimer le calcule et trouve un temps de l'ordre d'un jour. C'est aussi le temps que mettra une étoile qui s'effondre sur elle-même à atteindre cette sphère de Schwarzschild qui jusque-là restait cachée sous sa surface. Il ne nous reste plus maintenant que de tenter d'évaluer le temps qui s'est écoulé sur la montre bracelet de l'observateur distant, extérieur, dont on pense que ce temps s'écoule au rythme de cette coordonnée t. Revenons à cette relation de tout à l'heure. Si je connais la valeur de S en fonction de R,
je peux en déduire la valeur de t en fonction de r. Et ça me donne ceci. Ces courbes sont dans tous les manuels, dans tous les bouquins, dans tous les cours, depuis 60 ans. Prenez le temps de bien les regarder. C'est ce qui correspond à la dernière phrase du résumé de l'article d'Oppenheimer de 1939. Pour cet observateur extérieur, le collapse de cette étoile massive semble durer un temps infini. Et c'est là-dessus que repose le modèle du trou noir. On est bien d'accord. Tout ceci repose sur le fait que les coordonnées t et r qui sont choisies pour exprimer la solution sont les bonnes, que c'est la bonne paire de lunettes. Mais est-ce la bonne paire de lunettes? Est-ce le bon choix du système de coordonnées? De toute façon, cela ne peut pas être le meilleur, puisqu'il prédit en R égale Rs, à travers la nullité d'un dénominateur, l'existence d'une singularité dont nous savons pertinemment qu'elle n'existe pas. Nous vivons à une époque étrange sur le plan de la cosmologie et de la physique théorique, où les scientifiques, alors qu'ils ne sont pas avares en prix qu'ils s'entreoctroient très généreusement, semblent avoir quelque peu perdu la capacité de se remettre en question. Des connaissances ont été perdues à la place desquelles on a plaqué des interprétations complètement abracadabrantes, comme cette inversion de l'espace et du temps. Nous avons vu qu'une interprétation correcte avait émergé de travaux en langue allemande publiés il y a un siècle et qui, jusqu'à leur traduction en 2012 et 2015, avaient tout simplement sombré dans l'oubli. Revenons donc en 1924. L'anglais Arthur Eddington, recherchant un moyen de faire disparaître cette pseudo-singularité sur la sphère de Schwarzschild, imagine le changement de variable que voici. En haut, c'est la métrique écrite avec l'ancienne coordonnée de temps. Je lui ai mis l'indice S. On peut l'appeler le temps de Schwarzschild. En dessous, la formule qui remplace ce temps T indice S par un temps T indice E, le temps d'Eddington. Le lecteur ouvert aux maths pourra effectuer lui-même ce changement de variable, qui a d'ailleurs un côté assez magique. Le résultat, le voilà. Vous voyez qu'Eddington a réussi. Il n'y a plus de dénominateur qui tend vers 0 quand R tend vers Rs. En outre, quand on fait tendre R vers l'infini, cette métrique devient la métrique de Lorentz, qui se réfère au vide. Donc ce nouveau jeu de coordonnées est a priori meilleur que celui de Schwarzschild. Alors, quand il calcule le temps de chute libre, avec cette nouvelle coordonnée de temps, qu'est-ce qu'obtient Eddington? Eh bien, ce calcul, Eddington ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'en 1924, le problème de l'effondrement des étoiles massives en panne de carburant de fusion n'est pas à l'ordre du jour. C'est une question qui ne sera soulevée qu'en 1939 par Oppenheimer. Quand on effectue le calcul avec ce nouveau jeu de coordonnées, où la coordonnée de temps TE est cette fois le temps d'Eddington, qui est censé mesurer le temps qui s'écoule pour un observateur distant, on trouve deux résultats différents. Lorsqu'il s'agit d'une masse témoin qui quitte la sphère de Schwarzschild, elle ne parvient à s'en éloigner qu'en un temps infini. Par contre, quand on place cette masse à une certaine distance de la sphère de Schwarzschild et qu'on l'abandonne à elle-même et qu'elle tombe en chute libre vers cette sphère, elle l'atteint en un temps fini. On voit qu'on a deux scénarios possibles complètement différents. Soit on opte pour la variable de temps Ts de Schwarzschild, qui crée une singularité fictive sur la sphère de même nom, alors le temps vécu par un observateur distant se trouve découplé du temps propre du phénomène, l'implosion de l'étoile est un arrêt sur image, on obtient le modèle du trou noir. Soit on opte pour le temps d'Eddington TE, qui fait disparaître la singularité fictive sur la sphère de Schwarzschild. Le temps d'implosion est alors du même ordre de grandeur que le temps propre, et on est confronté à la fois au collapse de l'étoile et à celui du modèle du trou noir. Combinons maintenant ces éléments que nous sommes allés chercher dans un lointain passé. Alors il y a 1, la surface de flamme, 2, le fait que la coordonnée de temps s'inverse lorsqu'on passe sur la seconde nappe, 3, les coordonnées d'Eddington. Alors qu'est-ce que ça donne? Quand on a considéré les mouvements possibles dans l'hypersurface espace-temps,
des contraintes sont apparues concernant les coordonnées, définissant pour celles-ci un domaine. Nous sommes dans les coordonnées TE, R, θ-φ. Mais ce sont toujours les mêmes coordonnées spatiales R, θ-φ définies par Schwarzschild dans son papier de 1916. Ainsi, la coordonnée R doit toujours être supérieure ou égale à RS, au rayon de Schwarzschild, tandis que θ et φ peuvent prendre des valeurs quelconques. Par contre, leurs variations, dθ, dφ et dr, peuvent être de signes quelconques. Dans les deux nappes, une particule peut très bien s'éloigner ou se rapprocher de la sphère de Schwarzschild. Pour qu'une lecture des événements matérialisés par l'inscription des trajectoires sur l'hypersurface ait un sens physique, il faut non seulement que S soit réel, mais également que cette grandeur S, qui est le temps propre d'un observateur co-mobile lié à la matière, soit positive, de même que sa variation ds, ce qui correspond à une orientation passée-future. Dans son article de 1917, Hermann Weyl montre que dans la nappe de l'hypersurface correspondant aux valeurs positives de la coordonnée de temps, le monde de la physique ordinaire, ds et dt sont de même signe, donc positifs. Par contre, Weyl montre que c'est la situation inverse sur l'autre nappe, au-delà de la sphère de Gorge. Si sur celle-ci, dr peut toujours avoir un signe quelconque, par contre la variation de la coordonnée de temps doit être du signe opposé à celui de ds, donc négative. Dans la seconde nappe, il y a donc inversion de ce signe. Quand on fait le calcul en se basant sur cette variable TE, du temps que met une masse témoin à gagner la sphère de Schwarzschild, on obtient un temps infini. Par contre, si elle est issue de cette sphère, elle s'éjecte en un temps fini. En combinant le tout, on obtient ceci. Il est impossible à une particule témoin émanant de la seconde nappe de l'hypersurface 3D d'atteindre la sphère de Gorge et d'émerger dans notre monde physique en un temps fini. Par contre, si la masse témoin provenant de notre monde physique tombe en chute libre vers la sphère de Gorge, elle la franchit et émerge dans la seconde nappe d'espace-temps en un temps de l'ordre du jour. En application du théorème de Souriau, sa masse est alors inversée. Le transit ne peut s'opérer que dans un sens. En mathématiques, on désigne alors ce type de surface de jonction de one-way membrane, de surface que l'on ne peut traverser que dans un seul sens. Le long de ce transit, on trouve que la valeur locale de la vitesse de la lumière reste constante et égale à c. A l'inverse, si on revient vers le modèle du trou noir, c'est-à-dire avec des temps de chute libre ou d'évasion calculés à l'aide du temps ts, du temps de Schwarzschild, ces valeurs deviennent alors infinies et on trouve une vitesse de la lumière qui varie en fonction de r et devient nulle sur la sphère de Schwarzschild. On voit donc que le modèle du trou noir, entièrement centré sur un phénomène d'arrêt sur image, repose sur un choix particulier de la coordonnée de temps, qui crée une singularité fictive sur la sphère de Schwarzschild, ainsi qu'une vitesse de la lumière dépendant de la distance. Mais peut-on raisonnablement remettre en question une théorie qui a produit des milliers d'articles, des centaines de thèses de doctorat, de magnifiques théorèmes sur les singularités, une thermodynamique des trous noirs, une théorie des ondes gravitationnelles et deux prix Nobel? Mais en cosmologie, comme en astrophysique, comme en physique, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, la voie qui compte, c'est celle de la nature. Mais il faut toujours du temps pour que la réponse se manifeste. Un exemple. L'idée d'un univers en expansion émerge dans les années 30. 3 décennies plus tard, la preuve observationnelle apparaît, on met en évidence l'existence de la cendre de l'explosion, c'est-à-dire du fond de rayonnement cosmologique à 2,7 degrés Kelvin. Autre exemple, toujours dans les années 30. À cette époque, Fritz Zwicky prédit un destin explosif pour les étoiles massives et invente le scénario des supernovae. L'idée au départ est accueillie avec scepticisme, mais aujourd'hui on ne les compte plus. En effet, le cosmos est si vaste, les galaxies contiennent des centaines de milliards d'objets différents, de sorte que si un objet existe vraiment, on finit par en découvrir 1, 2, 10, des centaines, et finalement, on ne les compte plus. Qu'en est-il alors des trous noirs?
Commençons par les soi-disant trous noirs géants. Comme je l'ai expliqué plus haut, à 1h13 dans cette vidéo, ce cliché de 2019 ne constitue en rien la preuve de leur existence. Si c'est un objet dont la masse est proche de la valeur critique, le fort effet de l'antigravitationnel lui donnera cette apparence, avec un assombrissement de la partie centrale. Les grandes vitesses des étoiles près du centre de galaxie indiquent qu'elles orbitent autour d'un objet très massif. 4 millions de masses solaires pour celui qui est au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Mais ça ne signifie pas non plus qu'il s'agit d'un trou noir. Comme on a détecté la présence de ces objets supermassifs au centre de galaxies très jeunes, on ne voit pas comment ceux-ci auraient pu se former en étant aussi brefs par fusion de trous noirs stellaires. Il reste les signaux détectés dès 2015 par les installations destinées à capter les ondes gravitationnelles. Il y a effectivement des signaux évoquant la fusion d'objets. Mais de quels objets s'agit-il? Si Rainer Weiss et Barry Barish ont été les artisans de l'installation LIGO pendant 20 longues années, c'est au théoricien Kip Thorne que fut confiée l'interprétation des signaux. Pour ce faire, il conçut un programme d'analyse baptisé relativité numérique. Commençons par situer le décor. Les étoiles possèdent un champ magnétique. Les étoiles massives ont un noyau de fer, et ce champ est plus intense à l'intérieur de ce noyau. Quand une étoile se transforme en supernova, ce noyau est écrasé par phénomène de rétrocompression. Ce champ magnétique se trouve piégé dans le fer et son intensité se trouve multipliée par le carré du facteur de tassement. Ce champ atteint ainsi des valeurs considérables. Ceci explique pourquoi le signal émis par les étoiles à neutrons leur confère un champ magnétique atteignant 10 puissance 11 Tesla. En conservant son moment cinétique, ce noyau de fer, tel la patineuse qui ramène les bras le long de son corps, voit sa vitesse de rotation augmenter. Ainsi mesure-t-on des vitesses de rotation des étoiles à neutrons allant jusqu'à 1000 tours par seconde. En général, l'axe du dipôle magnétique ne coïncide pas avec l'axe de rotation. Les étoiles à neutrons peuvent ainsi être comparées à des aimants en rotation. Un aimant tournant émet des ondes électromagnétiques. Quand le pinceau d'onde touche l'observateur, celui-ci capte alors un signal pulsé, d'où le phénomène des pulsars. Grâce à cette signature électromagnétique caractéristique, les étoiles à neutrons isolées peuvent révéler leur présence. 3000 ont ainsi été identifiées. Pour pouvoir évaluer leur masse, il faut que ces étoiles soient en couple avec une autre étoile. L'étoile à neutrons peut alors capter une partie de la matière émise par sa compagne sous forme de plasma. Quand des électrons sont accélérés ou sont amenés à changer brutalement de direction, ils émettent un rayonnement électromagnétique. C'est ce que feront les électrons dans le disque d'accrétion de l'étoile à neutrons. Si on détecte une source de rayons X à proximité d'une étoile, on peut alors, en mesurant les paramètres du mouvement communiqué à celle-ci par sa minuscule mais massive compagne, source de ce rayonnement X, en déduire la masse de cette dernière. La méthode est identique à celle qui permet d'évaluer la masse d'exoplanètes. À partir du type spectral de l'étoile, on évalue la quantité de lumière qu'elle est censée émettre. Sachant que ce que nous recevons est en raison inverse du carré de la distance, on en déduit cette dernière. Ces données permettent de déduire la masse du compagnon. D'autres éléments donnent une évaluation de son diamètre. La masse critique maximale des étoiles à neutrons ayant été située entre 2,2 et 2,7 masses solaires, si, à partir d'une observation, la masse estimée est supérieure, les astrophysiciens en déduisent que ce n'est pas une étoile à neutrons, mais un trou noir stellaire, qui serait alors lui aussi équipé d'un disque d'écrétion émettant des rayons X. Il n'y a pas de différence de signature entre une étoile à neutrons et un trou noir stellaire, si ce n'est la masse. Une douzaine de sources semblent répondre à ce critère, à condition que les évaluations en distance soient fiables. La masse maximale estimée est alors d'une douzaine de masses solaires.
À côté de cela, les masses d'une douzaine d'étoiles à neutrons ont également été estimées, avec des valeurs allant d'1 à 2,1 masses solaires, avec une moyenne de 1,4. Le diamètre de l'objet le plus massif a été récemment évalué à 20 km. Quand l'installation LIGO devient opérationnelle en 2015, Thorne s'attend, si un signal est détecté, à ce que les valeurs des masses qui fusionnent, qu'il s'agisse d'étoiles à neutrons ou de trous noirs, correspondent à ces valeurs inspirées par les observations. Mais quand le premier résultat tombe, en 2015, les valeurs que lui produit son programme de relativité numérique, après analyse du signal, lui imposent de réviser l'échelle de données des masses. Ce n'est que 2 ans plus tard, en janvier 2018, qu'un signal sera enregistré tel que son décodage par son programme de relativité numérique conclut à la fusion de 2 étoiles à neutrons dont les masses sont respectivement 1,5 et 1,26 masses solaires, donnant naissance à une étoile à neutrons de 2,74 masses solaires. Mais 1,5 et 1,26, ça ne fait pas 2,74, ça fait 2,76. Et oui, la différence, c'est la masse qui a été convertie en énergie selon la relation E égale mc2 sous forme de l'émission d'ondes gravitationnelles et qui correspond à 1/50e de masse solaire. Si après l'ensemble des résultats jusqu'en 2020, comme ces fusions impliquent des valeurs encore plus élevées, l'un des 2 trous noirs fusionnant ayant une masse dépassant les 100 masses solaires, Thorne a dû utiliser les coordonnées logarithmiques. Chaque événement est représenté par un ensemble de 3 spots de couleurs disposés verticalement. À gauche, vous avez le premier événement de 2015, le spot du bas, 29 masses solaires, puis au-dessus, 36 masses solaires, et enfin encore au-dessus, le résultat de la fusion, 62 masses solaires. Cette fois, c'est l'équivalent de 3 masses solaires qui ont été converties en énergie sous forme d'émissions d'ondes gravitationnelles. Quelques remarques pour finir. Sur 88 événements, on compte seulement 2 fusions d'étoiles à neutrons, contre 86 fusions de trous noirs dont les masses moyennes tournent autour de 30 masses solaires. Dans un des événements, une des masses, dans une fusion de 2 trous noirs, indiquée en rouge, dépasse les 100 masses solaires. Enfin, les astrophysiciens ne disposent pas de modèles d'évolution stellaire permettant de créer des trous noirs de plus de 50 masses solaires. Alors que les expériences LIGO-Virgo ont été couronnées de succès, les valeurs des masses calculées par Kip Thorne soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Leur mode de calcul se base sur une solution de l'équation d'Einstein décrivant une région vide, censée être complétée par une singularité qui n'appartient pas à l'hypersurface espace-temps. Enfin, la pérennité de l'objet découle d'un choix particulier de coordonnées qui ne semble pas être le meilleur. Pour envisager un modèle alternatif, il faudra que celui-ci rende compte des puissances enregistrées sous forme d'ondes gravitationnelles qui, à la source, s'avèrent être de 2 ordres de grandeur supérieurs à celles qui résulteraient de la fusion de simples étoiles à neutrons. On devra au passage décrire ce qu'il advient d'une étoile à neutrons subcritique en couple avec une étoile qui gagne en masse en captant le vent stellaire exhalé par sa compagne. Pour ce faire, nous allons retourner il y a un siècle quand Schwarzschild construisit une solution sans point d'ombre sur le flanc physique et mathématique qui combinait 2 solutions de l'équation d'Einstein. La première, solution de l'équation sans second membre, pour décrire la géométrie de la partie de l'espace vide de matière. La seconde, solution de l'équation avec second membre, pour décrire la géométrie à l'intérieur d'une masse, alors décrite comme une sphère emplie d'un matériau incompressible de densité constante. Délaissant l'interprétation des années 60, où T devient une coordonnée d'espace et R la coordonnée de temps, devenue aujourd'hui l'interprétation standard, nous retournerons vers celle de 1916 et 1917 de Ludwig Flamm et d'Hermann Weyl. Nous allons partir de la description géométrique d'une étoile à neutrons en prenant une valeur standard de densité,
que nous considérons comme constante. La masse de cette étoile ne peut alors pas dépasser une masse critique qui est actuellement située entre 2,2 et 2,7 masses solaires. On connaît cette masse, on connaît la densité, d'où une valeur correspondante du rayon de l'étoile que nous désignerons par R chapeau. Le rayon de Schwarzschild, c'est 2Gm sur C2, où G est la constante de gravité, C la vitesse de lumière et M la masse. Donc, il croît comme la masse, c'est-à-dire comme le cube du rayon. Et là, vous voyez sur cette figure, il y a un moment, quand R égale R chapeau, où le rayon de Schwarzschild rattrape le rayon de l'étoile. J'illustre ce point avec les figures suivantes. Ici, vous avez la configuration initiale de l'étoile. Son rayon de Schwarzschild se trouve à l'intérieur. Là, l'étoile à neutrons a gagné un peu en masse du fait des apports d'une étoile compagne. Nouveaux apports en masse. Vous voyez comment le rayon de Schwarzschild rattrape progressivement le rayon de l'étoile. Quand le rayon de Schwarzschild rattrape le rayon de l'étoile, selon le modèle actuel, l'astre se mue en trou noir. La sphère de Schwarzschild devient alors un horizon cosmologique, ajoutant que le modèle opte pour un arrêt sur image. Pour un observateur extérieur, l'objet semble ne plus évoluer. Dès 1916, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle, Karl Schwarzschild avait abordé la question de manière totalement différente, en découvrant un autre type de criticité qui se réfère alors au second article décrivant la géométrie à l'intérieur de l'étoile. Un article qui n'a été traduit en anglais qu'en 2003, c'est-à-dire 87 ans après sa parution en langue allemande. Voici le passage concerné. Im Kugelmittelpunkt, c'est-à-dire au centre de la sphère, Drunk unendlich, la pression devient infinie. Ceci correspond à une valeur du rayon de l'étoile qui se trouve être racine de 8/9 de notre valeur critique R chapeau. Racine de 8/9, c'est 0,943. Du côté des masses, il nous faut élever 0,943 au cube, ce qui nous donne un coefficient 0,838. En multipliant par ce coefficient l'estimation de masse critique de 2,7 masses solaires, la masse critique est réduite à 2,26 masses solaires. Donc pour Schwarzschild, lorsque la masse de l'astre atteint 2,26 masses solaires, la pression devient infinie au centre. Et rappelons-nous qu'une pression, c'est une densité d'énergie par unité de volume. Cette question est-elle évoquée dans l'ouvrage Gravitation? La réponse est oui, c'est page 611. Cette loi d'évolution a été explicitée en 1939 par Tolman, Oppenheimer et Volkoff. En abscisse, nous avons la distance au centre. Quand R sur R chapeau prend la valeur racine de 8/9 égale 0,943, la pression au centre tend vers l'infini, comme l'avait montré un siècle plus tôt Karl Schwarzschild. Cette criticité physique se manifeste lorsque la masse est égale à 0,838 fois la masse critique. Et vous voyez ce chiffre sur ce graphique. Il s'agit là encore d'une solution géométrique de l'équation d'Einstein qui s'exprime à travers une métrique. La voilà. Je donnerai toutes les précisions concernant son établissement dans le supplément qui sera donné à la version hard de cette vidéo, accessible à l'adresse ci-dessus. S, c'est le temps propre, T, c'est la variable de temps, c'est la coordonnée de temps, C, c'est la vitesse de la lumière, petit r, c'est une coordonnée radiale, θ et φ, ce sont des angles, R chapeau, c'est le rayon de la sphère qui contient cette masse critique de 2,7 masses solaires, et puis R à 10 n, c'est le rayon de l'étoile à neutrons. En faisant dr égale dθ égale dφ égale 0, nous envisageons une situation d'immobilité. Alors il vient ceci. La quantité entre crochets, c'est ce que Wheeler, Thorne et Missner appellent le facteur temps. Dans la seconde figure de la page 611 du livre Gravitation, ont été tracées des courbes donnant ce facteur pour différentes valeurs de Rn.
Sur les courbes, les auteurs ont figuré un gros point noir qui représente la surface de l'étoile. Au-delà, c'est le facteur temps de la métrique extérieure qui assure la prolongation, la continuité étant assurée. Vous voyez que cette fonction est minimale en R égale 0, au centre de l'étoile. Nous allons nous livrer à quelques tours de passe-passe. Ceux qui sont allergiques à l'algèbre ferment les yeux. Voilà le facteur temps de Wheeler, Thorne et Missner. Dans cette expression, nous faisons d'abord R égale 0 pour nous placer au centre de l'étoile. Alors racine de 1 c'est 1. Je vais chercher la valeur de Rn qui annule cette quantité. Je multiplie par 2. Je passe le moins 1 à droite et je divise par 3. J'élève au carré. Je passe le Rn carré sur R chapeau carré à droite et le 1 neuvième à gauche. Alors 1 moins 1 neuvième, ça fait 8 neuvièmes. Je prends la racine carrée des deux membres et voilà. Mon facteur temps s'annule au centre de l'étoile quand Rn sur R chapeau égale racine de 8 neuvièmes. Vous savez qu'un rapport racine de 8 neuvièmes pour Rn sur R chapeau, ça correspond à un rapport 0,838 pour les masses. C'est ça qui fait passer la valeur critique de la masse de l'étoile à neutrons de 2,7 à 2,26. Ça correspond à la courbe en rouge du graphique du bouquin Gravitation de Wheeler, Thorne et Missner. Alors effectivement, vous voyez que cette courbe, elle arrive à 0 en R égale 0 au centre de l'étoile. La courbe en tiret bleu représente la surface de l'étoile. Donc Wheeler, Thorne et Missner vont jusqu'à cette valeur 0,943. Et là, tous les trois, ils s'arrêtent. Revenons à cette relation où ce facteur temps figure entre crochets. Alors, vous voyez ce qu'ils se disent. Si cette fonction devient négative, alors cela signifie que pour un ds positif, j'aurai un dt négatif. Or, rappelez-vous, c'est exactement ce qu'a fait le jeune Hermann Weyl en 1917. On est en 2022. La physique théorique, l'astrophysique et la cosmologie sont dans une crise depuis 60 ans comme la science n'en a jamais connue. C'est la panade la plus complète. Il n'y a pas une seule idée en sciences fondamentales depuis 60 ans. Et il faut aller chercher dans des papiers de 1916-1917 pour trouver une idée neuve. Vous voulez que je vous dise, mieux vaut en rire. À propos de cette interprétation d'Hermann Weyl, je ne vais pas me répéter. Dans cette vidéo, allez à 58 minutes 45 secondes, ou alors dans la version hard, dont voici l'adresse, vous allez à 1 heure 19 minutes 54 secondes. Qu'est-ce qui ressort de l'interprétation d'Hermann Weyl? Que dans les régions où la coordonnée de temps et le temps propre S varient inversement, c'est-à-dire là où la fonction de temps est négative, c'est la coordonnée de temps qui est inversée. Et si on applique alors le théorème du mathématicien Jean-Marie Souriau, cela signifie que l'énergie et la masse sont inversées. Si la montée vers la criticité est progressive, toute masse en excès sera immédiatement évacuée par inversion d'une masse équivalente au centre de l'étoile à neutrons. Selon le modèle cosmologique Janus, qui complète ce modèle, les lois de force sont les suivantes. La masse inversée est alors très violemment éjectée. Si mi est la masse inversée, cette inversion provoque l'émission d'une onde gravitationnelle extrêmement puissante dont l'énergie équivaut au double de cette masse. À titre de conclusion, ce modèle se place en challenger du modèle du trou noir. Les ondes gravitationnelles captées par les installations LIGO et Virgo seraient toutes issues de fusion d'étoiles à neutrons subcritiques avec un plafonnement de l'énergie émise à l'équivalent en énergie de 2 fois la masse critique, c'est-à-dire 5 à 6 masses solaires. Je pense que les concentrations de matière très importantes au centre des galaxies ne sont pas des trous noirs géants, mais des objets subcritiques qui sont des reliquats du phénomène quasar.